Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je vais vous donner un exemple de la lâcheté personnifiée. La lâcheté personnifiée, c'est celle de monsieur Roger Chudeau. Roger Chudeau était notre invité ce matin. Depuis hier, nous avions prévu un petit débat entre monsieur Chudeau, qui est député du Loir-et-Cher, député du Rassemblement National du Loir-et-Cher, et Adrien Clouet, qui est député sortant, LFI, nouveau Front Populaire de la Haute-Garonne. C'était prévu. Et puis, monsieur Chudeau est allé sortir ce qu'il a sorti hier. Il est allé nous dire que Najat Vallaud-Belkacem n'aurait pas dû être ministre de l'Éducation nationale parce qu'elle était binationale. Alors Marine Le Pen s'est dite estomaquée par les propos de ce monsieur Chudeau, que j'avais reçu ici, et d'ailleurs qui était plutôt sympathique. Et monsieur Chudeau, tout à coup, vient de nous annuler, mais dans la minute, quoi, il y a 3 minutes. Vous voyez le courage. Incapable de se défendre, incapable de s'exprimer publiquement, incapable de nous dire pourquoi il avait dit cela concernant Najat Vallaud-Belkacem. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il le pense. Parce que ce problème de la binationalité est en train d'embarrasser le Rassemblement national. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a bien senti, parce que quand elle dit « je suis estomaqué par les propos de Roger Chudeau », bien on a bien compris. Je suis estomaqué que notre collègue puisse exprimer un avis qui lui est personnel et qui est totalement contraire au projet du Rassemblement national. Et elle est contre cette histoire de binationalité, d'interdiction de la binationalité, mais alors que Jordan Bardella publiquement aujourd'hui le disent c'est fini, nous retirons cette idée de supprimer ou de ne pas confier certains emplois à des binationaux. Bien. Quant à M. Chudeau, on le laissera là où il est, qu'il reste dans le Loir-et-Cher, tranquillement, des électeurs voteront pour lui, en connaissance de cause, je pense. En connaissance de cause. Dans tous les cas, il m'étonnerait qu'il devienne, comme il le souhaitait, comme il l'espérait, ministre de l'Éducation nationale. Dans tous les cas, s'il devient ministre de l'Éducation nationale, nous lui rappellerons son comportement. Bien, ça, c'est une parenthèse refermée, et puisque nous parlons d'école, d'éducation nationale, il a tort en plus Roger Chudeau, parce qu'il pouvait défendre les positions du Rassemblement national. C'est stupide. La lâcheté est toujours stupide. Adrien Clouet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes là, vous êtes député sortant LFI, nouveau Front Populaire de la Haute-Garonne. Vous êtes passionné par les questions d'éducation. D'abord, un petit commentaire sur monsieur Chudeau. Écoutez, Monsieur Chudeau a des idées certes qui sont honteuses, mais je pensais pas que lui-même en avait honte. On le constate aujourd'hui, et j'imagine qu'il ne vient pas depuis ses déclarations d'hier, puisqu'il a annoncé qu'il voulait priver de citoyenneté 3,5 millions de nos compatriotes qui sont franco-arméniens, franco-algériens, franco-congolais, et pour lui, ce ne sont pas des véritables Français. Et dire ça, c'est vouloir détruire la France, parce que la France, elle est construite par des gens qui ont envie de bosser ensemble et de vivre paisiblement, tranquillement, sans trier parmi les gosses, les voisins, les amis, la famille. Donc c'est évidemment pathétique comme propos, et c'est pathétique de ne pas les assumer. Adrien Clouet, regardons le programme du nouveau Front Populaire en matière d'éducation. D'abord, je voulais vous poser une question. J'ai pas beaucoup eu de réponse. L'interdiction de l'abaya, tout signe religieux d'ailleurs, ostentatoire, le camille, l'abaya, dans les établissements scolaires, voulu et décidé, c'était un décret, non pas une loi, comme disait hier dans Jordan Bardella, c'est un décret qui a été pris par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Gabriel Attal. Vous revenez dessus ou pas ? Oui, moi je pense qu'il faut revenir dessus. Il faut appliquer la loi de 1905 sur la laïcité et celle de 2004. Il y a un ensemble de signes religieux ostentatoires qui sont reconnus comme tels par différentes religions, quelles qu'elles soient. Et la baya n'en fait pas partie. La baya, vous en trouvez de différents types. Mais pourtant, c'est défendre, n'est-ce pas défendre la laïcité ? Que d'interdire l'entrée dans l'établissement scolaire de signes religieux. Si, de signes religieux. Mais sur la baya, vous savez bien, ça a été dit. Ou même de tenues vestimentaires. De tenues vestimentaires, elles sont pas religieuses, on part un petit peu loin quand même.
Ah bon? Vous trouvez? Ben oui, je veux dire, l'abaya, vous en trouvez à H&M pour 20 balles. Je veux dire, il y a plein de gens qui en portent. Enfin, c'est pas une raison. Ça veut pas dire grand-chose, c'est ça que je veux dire. En revanche, il y a des signes religieux qui sont compris comme tels par les personnes qui sont religieuses, et ceux-là, évidemment, n'ont pas leur place à l'école. Donc pour vous, porter une abaya ou un voile, ce n'est pas un signe religieux? Ben, un voile, c'est pas pareil. Un voile, c'est reconnu comme étant un signe religieux par les gens qui le portent. Alors le voile interdit? Aujourd'hui, c'est le cas et on applique l'ensemble de la législation sur les signes religieux à l'école. Bien. Mais on n'en fait pas un outil pour commencer à inclure 1001 vêtements sur lesquels on irait débattre de la longueur de l'étoffe ou de sa qualité. Ça, c'est pas sérieux. Adrien Clouet, sur les propositions que vous faites en matière d'éducation nationale, j'imagine qu'il y a la revalorisation, même si ça a commencé, la revalorisation des enseignants, on est bien d'accord, revalorisation salariale des enseignants, et puis des embauches. Exactement, puisque aujourd'hui, la situation qu'on a, c'est que vous avez des jeunes qui veulent devenir profs et enseigner, et des enfants mais qui veulent apprendre. La difficulté qu'on a au milieu, c'est qu'on manque de profs partout. Parce qu'il y a eu, vous vous souvenez, au début des années 2000, un mini baby-boom. Et à cette époque-là, plutôt que d'en profiter pour continuer à avoir des profs et baisser le nombre d'élèves par classe, on a baissé le nombre de profs. Aujourd'hui, on se retrouve à avoir des classes qui ferment et des profs pas remplacés. Pardon, mais la gauche a commencé, hein. Pardon de vous dire, la gauche sous François Hollande n'a pas particulièrement valorisé l'éducation nationale. Oui, et puis moi, vous savez que sous François Hollande, j'ai pas particulièrement valorisé François Hollande, donc du coup, ça me pose pas de problème. Enfin, il est dans votre, il est avec vous. Oui, mais il a changé d'avis, c'est très bien. Donc, on a besoin aujourd'hui de réouvrir des postes de profs. Et non seulement réouvrir des postes au concours, mais aussi titulariser celles et ceux qui sont sur ce qu'on appelle la liste complémentaire. C'est-à-dire, ils ont réussi, mais ils sont un peu plus bas dans la liste. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les académies, les rectorats, recrutent des contractuels à la place. C'est-à-dire des jeunes profs qui vont rester 6 mois, 8 mois, 1 an dans un bahut. Ils n'ont pas le temps de mener des projets pédagogiques avec les classes. Donc, il faut titulariser tous les jeunes enseignants. Et c'est le cas également, en plus des recrutements et des titularisations, pour toutes celles et ceux qui organisent la vie scolaire et l'accompagnement des gosses. Prenez les AESH. Vous avez plein d'enfants qui sont en situation de vulnérabilité ou qui ont un handicap. Ils ont besoin d'être accompagnés pour être en milieu scolaire, comme tous les autres de leur âge. Et aujourd'hui, ils sont accompagnés par des AESH qui sont elles aussi contractuels, sous-payés, souvent pas à plein temps. Il faut un corps de fonctionnaires AESH spécialisés pour accompagner les gamins, et ce, dès la rentrée de septembre. Et en ce qui concerne, est-ce que vous remettez en cause les REP, par exemple? Mais il faut tout à fait avoir des REP+. Il faut les REP+, oui. Tout à fait. Il faut un rétablissement de l'ensemble parce que des services d'accompagnement à l'éducation. C'était une mesure d'Emmanuel Macron que vous approuvez. Vous voyez, comme quoi, parfois, il y a des fulgurances. Donc, il faut avoir, évidemment, des logiques d'accompagnement pour les enfants. Ouais. Sur 2 plans. À la fois l'accompagnement scolaire, ce que vous évoquez là, et aussi, tout simplement, la capacité à suivre en cours. Et là, c'est la question qui se pose de la gratuité de l'éducation nationale. Parce que parfois, les transports scolaires restent encore payants. Parfois, les fournitures coûtent très cher. Et puis, pour beaucoup d'enfants, c'est la cantine qui est chère. Et vous avez des enfants qui arrivent le ventre vide le matin à l'école, qui parfois ne mangent pas le midi. Comment vous voulez qu'ils se concentrent entre 14h et 19h? Cantine gratuite? Oui, c'est fondamental. Mais qui paye? Qui paye? Les mairies, qui paye? Ah non, bien sûr, il faut que ce soit la collectivité, l'État qui paye. On l'a écrit d'ailleurs noir sur blanc dans le programme, il y a une compensation intégrale par l'État. C'est-à-dire qu'au lieu que chacun paye pour son enfant, on le finance tous ensemble par l'impôt. Et ceux qui n'ont pas les moyens, leurs enfants iront quand même manger le midi. Je comprends. Et l'achat de fournitures scolaires, comme le propose le Premier ministre actuel, Gabriel Attal, rendre collectif l'achat de fournitures scolaires, c'est-à-dire au niveau de l'État, et ensuite ça permettrait si les achats sont évidemment de masse, ça permettra de faire baisser les prix? Alors l'intuition est bonne, mais attention, nous on défend bien la gratuité des fournitures scolaires, parce que en l'état ça va être juste une légère baisse de prix, mais surtout quels vont être les grands groupes capables de répondre à ce type d'achat de masse? Vous allez favoriser des grands monopoles privés qui vont être les seuls capables de fournir. Donc, moi j'appelle à la plus grande vigilance. Il ne faut pas que ça serve à liquider les petites PME qui fournissent également du matériel scolaire aux enfants dans X ou Y communes. Donc, je préférerais qu'on ait une logique de gratuité, soit par un remboursement intégral de l'État, et comme ça vous choisissez votre fournisseur, soit le faire au niveau le plus local possible. Bien, merci beaucoup Adrien Clouet.
Merci. Mais merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. 9h41. Deuxième débat dans un instant. Enfin, le premier débat était un peu tronqué. J'en suis désolé, escamoté. Pardon pour vous. Je me mets à votre place, mais j'aurais bien aimé qu'on organise un petit débat, que le Rassemblement national vienne défendre ses positions en matière d'éducation. Mais c'est pas le courage qui caractérise Monsieur Chudeau. Dans un instant, Charles Prats, LRRN, et Charlotte Leduc sur la fraude. Alors, quelle fraude? La fraude fiscale, la fraude aux prestations sociales. Nous allons parler de cela, c'est très intéressant, dans 2 minutes sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h moins le quart. 10h moins le quart, nous avons 2 invités pour un deuxième petit débat. Enfin, premier débat, le premier n'a pas eu lieu. Débat législatif à propos des législatives, et sur la fraude fiscale et la fraude aux prestations sociales. Avec nous, Charlotte Leduc, qui est candidate LFI, Nouveau Front Populaire en Moselle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Charles Prats, qui est candidat LRRN en Haute-Savoie. Charles Prats, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bien, alors, madame, monsieur, je vais vous demander sur la fraude fiscale. D'abord, si on commençait par la fraude fiscale, Charlotte Leduc, ça représente quoi la fraude fiscale en France ? Alors, l'évasion fiscale représente des sommes de l'ordre de 80 à 120 milliards par an de manque à gagner pour l'État. C'est un chiffrage qui a été calculé par le syndicat solidaire Finances Publiques, un très gros travail qu'ils avaient effectué en 2013 et qu'ils ont réactualisé en 2018 et qui est jugé comme le chiffrage le plus fiable sur la question. J'ai fait 2 rapports. J'ai lu. Un rapport sur la question de l'évasion fiscale annuelle à l'Assemblée nationale lorsque j'étais députée, et j'ai reçu tout un tas d'organisations et notamment la Cour des comptes qui juge que c'est en effet le chiffrage le plus crédible sur le sujet. Vous êtes d'accord sur les chiffres, Charles Prats ? Alors non. En fait, je connais bien ce rapport. Avant, ça s'appelait le SNUI et maintenant Solidaire Finances Publiques, et notamment avec Vincent Brezet, avec qui j'ai souvent débattu. En réalité, il faut savoir, et ça c'est la position de la Direction Générale des Finances Publiques, que seulement 30% à peu près des dossiers de redressement fiscaux sont considérés comme des dossiers de fraude fiscale, entre 1/4 et 1/3 des dossiers. Et donc, le chiffre qu'a donné Solidaire Finances Publiques, c'est ce qu'ils appellent les manquements fiscaux. Et ils le disent très bien. Et donc, dedans, ils mettent tout. Ils mettent la fraude fiscale, mais ils mettent aussi des erreurs des contribuables et aussi les divergences d'appréciation entre l'administration et le contribuable. Et donc, si on prend leur rapport, on va dire 100 milliards, 80 à 100 milliards, c'est le chiffre en général qu'ils donnaient, et que vous appliquez le taux de dossier frauduleux, qui est le taux officiel de la DGFiP et qui est dans tous les rapports au Parlement, produits par les finances publiques, par le fisc, en fait, on serait plutôt sur une trentaine de milliards d'euros, 30 à 35 milliards, ce qui est déjà énorme, mais de vraie fraude fiscale. Le reste, ce sont des divergences qui peuvent exister entre les contribuables et l'administration, ou des erreurs. Donc on ne parle pas de fraude à ce moment-là. Bien. Alors comment lutte-t-on ? Oui, Charlotte Leduc. Je suis absolument pas d'accord avec cette question-là. Il s'agit de parler de ce qui relève de l'évasion fiscale, c'est-à-dire de l'évitement de l'impôt et de la capacité qu'ont certaines personnes physiques ou les grandes multinationales à s'organiser pour échapper à l'impôt. Donc là, il ne s'agit pas de droit à l'erreur du contribuable lambda, il s'agit bien d'un évitement de l'impôt généralisé, c'est-à-dire que les bénéfices sont délocalisés de telle manière à échapper à l'impôt, et ça, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale agressive. Oui, mais ça, c'est pas illégal. Alors, ce n'est pas illégal tant qu'on n'a pas prouvé qu'il ne s'agit pas de... Mais en fait, il s'agirait de la fraude si on mettait les moyens pour qualifier ça comme étant de la fraude, parce qu'il s'agit d'un abus de droit dont l'objectif est clair. Si c'est un abus de droit, juridiquement, c'est de la fraude. Et vous prenez 80% de pénalité. Si c'est un abus de droit, c'est de la fraude, Charlotte Leduc. Bien sûr. Juridiquement, abus de droit, c'est de la fraude, 80% de pénalité. Attendez, pas ensemble. Il faut avoir les moyens de le détecter, il faut avoir les moyens de le prouver, et c'est pour ça qu'il faut absolument changer notre législation par rapport à ça, pour que ce soit la substance économique et l'activité réelle qui soient bien prises en compte, et que tous les moyens qui sont mis pour délocaliser ces bénéfices et échapper à l'impôt deviennent clairement de la fraude pour qu'on puisse y remédier. Bien, Charles Prats, comment lutter contre cette fraude ou évasion fiscale ?
Alors écoutez, vous me connaissez, Jean-Jacques Bourdin, on a fait tellement d'émissions ensemble depuis toutes ces années, et vous savez très bien quelle est ma position. Ma position, elle est assise sur mon expérience professionnelle en tant qu'inspecteur des douanes puis magistrat à la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Et la principale fraude fiscale en France, c'est la fraude à la TVA. Ce sont les escroqueries TVA. Et là, on a des tax gap qui montent à 25 milliards d'euros, etc. Donc, on sait que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc, pour travailler là-dessus, moi, demain, si je suis élu parlementaire, qu'est-ce que je proposerai comme première action tout de suite? 2 actions fondamentales. La première, enfin, utiliser les logiciels de détection précoce que nos amis belges utilisent depuis une quinzaine d'années, que d'ailleurs la Commission européenne suggère d'utiliser un peu partout. Donc, vous savez, c'est les logiciels, les algorithmes qui permettent de détecter les transactions frauduleuses en matière de TVA très très tôt, au bout de quelques jours. Et donc là, vous intervenez immédiatement, vous envoyez la police judiciaire, vous fermez les numéros de TVA. Et c'est comme ça que les Belges avaient réussi à éradiquer 90% des escroqueries à TVA à l'époque. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place tout de suite et vraiment travailler à fond là-dedans. Et autre mesure un peu technique, toujours en matière de fraude à la TVA, revenir en arrière sur cette erreur fondamentale d'Emmanuel Macron lors de son dernier quinquennat. C'est un peu technique, c'est ce qu'on appelle le passage à l'autoliquidation de la TVA à l'importation pays tiers. Et donc, en fait, voilà, la douane a été déchargée de cette mission de perception de la TVA à l'importation pour la donner à la DGFiP, aux impôts. Et derrière, on leur a demandé de ne plus faire de contrôle fraude TVA. Et donc, en réalité, maintenant, les fraudeurs, ils ont même plus besoin de faire des carousels de TVA intracommunautaires. Ils viennent à Marseille, au port de Marseille, au port du Havre, à Roissy. Ils importent. Ils n'ont plus à payer la TVA pour récupérer la marchandise. Avant, ils étaient obligés de faire des manipulations du régime 42. Bon, tout ça, un peu technique, mais voilà. Maintenant, c'est la porte ouverte, c'est la fête tous les jours pour les fraudeurs. Parce qu'en fait, les droits de douane ne sont pas très élevés, donc ça leur coûte pas très cher, mais c'est des 20% TVA sur lequel ils gagnent de l'argent. Et puis après, la marchandise est reversée sur le marché. Charlotte Leduc, et plus personne ne contrôle. La fraude à la TVA ? Oui, sur la fraude à la TVA, en effet, la Cour des comptes l'estime à 25 milliards. Alors moi, je veux bien avoir les explications très techniques de Monsieur Prats, mais par exemple, au cours de la dernière mandature, j'ai proposé un amendement qui visait à certifier les logiciels de caisse par des organismes agréés pour lutter contre la fraude à la TVA. Je note que le Rassemblement national avait voté contre et que les Républicains aussi. Pour lutter contre les techniques de fraude à la TVA, donc la fraude carrousel, l'existence d'entreprises éphémères, la clé, c'est la rapidité de la détection. Vous l'avez dit, Monsieur Prats, mais comment vous faites pour lutter efficacement là-dessus, sans augmenter les moyens, sans mettre des effectifs supplémentaires pour que l'administration fiscale et les services d'enquête soient plus réactifs? La clé, elle est là. Pour la lutte contre l'évasion fiscale en général, il faut des moyens. Les agents de la DGFiP rapportent des millions. Il faut absolument réembaucher massivement parce que sous Emmanuel Macron, ça a été 1600 postes qui ont été supprimés dans le contrôle fiscal et c'est là qu'est la clé de la réussite. Il faut réembaucher, Charles Prats? Attendez, finissez vite alors, Charlotte Leduc, parce que... Du transfert des missions des douanes vers la DGFiP. Ça a été un scandale du projet de loi douane qui a été voté à l'Assemblée nationale. Je note que le Rassemblement national a voté pour ce projet de loi douane et que moi j'ai défendu bec et ongle l'annulation et le retrait de ces transferts de missions parce qu'en effet, aussi dans les douanes, il faut absolument réembaucher massivement parce que la douane doit rester un organisme de contrôle des marchandises et ne doit pas devenir, ce que le RSE aussi voudrait en faire, un organisme de contrôle des flux migratoires et des personnes. Bien, Charles Prats, il faut embaucher absolument. Alors moi, vous n'allez pas me faire dire qu'il faut débaucher. Vous savez, je suis un ancien de la DNRED et j'étais le patron... c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, et j'étais le patron d'une des 7 fédérations de fonctionnaires de Bercy. J'étais secrétaire général de la CGC de tout le ministère. Donc moi, je connais très bien les enjeux du ministère des Finances, je connais très bien les anciens collègues des syndicats, et d'ailleurs en 2022, pendant la campagne présidentielle, j'étais le seul des équipes présidentielles de tous les candidats à avoir reçu tous les syndicats des finances. Et donc on en avait discuté de tout ça. Évidemment, il faut du monde, il faut des agents à la DNRED, il faut des agents sur la ligne, il faut des agents à la DNEF, il faut des agents à l'IRCOFI, etc. Mais plus que des agents, il faut changer la logique et il faut changer de paradigme. Et effectivement, il faut aller sur la détection précoce, sur la fraude à la TVA. Et donc ça veut dire qu'il faut être un peu finaux, il faut aller sur les sociétés éphémères, il faut que les agents aient aussi des instructions pour le faire, et puis il faut leur laisser cette liberté d'aller chasser. Un enquêteur, c'est un chasseur. Et le problème qui se passe aujourd'hui, et depuis plusieurs années au ministère des Finances,
c'est que les enquêteurs, ils travaillent plus d'initiative, ça vient d'en haut, on leur dit voilà, plan de contrôle, vous avez contrôlé ceci, cela, avec des algorithmes, des trucs, des machins, c'est bien gentil, mais on a coupé les ailes des chasseurs. Et je vous parle d'expérience, les plus beaux dossiers qui ont été faits de lutte contre la fraude, les plus gros, ça a toujours été des enquêtes d'initiative et ça a été le flair du gars, le flair de l'inspecteur. Et donc ça, il faut redonner cette culture-là, il faut relibérer des agents de contrôle. Sans moyens et sans embaucher massivement, c'est totalement impossible. Et vraiment, sur la question de l'évasion fiscale, c'est vraiment une question de moyens. Et il faut aussi aller cibler ceux qui fraudent l'impôt, c'est-à-dire les ultra-riches de ce pays et les grandes multinationales. Et on a aussi des adaptations de notre droit à faire. Je pense notamment à la taxation unitaire pour faire en sorte que les multinationales ne puissent plus délocaliser leurs bénéfices. Et il faut surtout ne pas se tromper de cible. Il faut cibler l'évasion fiscale qui est massive et qui grève nos budgets. Et c'est vraiment c'est une question budgétaire, mais c'est aussi une question de justice fiscale parce que les gens ne tolèrent plus de payer correctement leurs impôts pour voir des services publics qui s'effondrent et des gens très très riches dans ce pays et des grosses multinationales qui, elles, échappent à l'impôt. Et ça, c'est une question aussi de consentement à l'impôt et de faire tourner aussi nos services publics, ce dont ont besoin les gens au quotidien. Charles Pratt, c'est ce qu'il y a des très très riches et des grosses multinationales qui échappent à l'impôt? Alors, vous avez des mécanismes d'optimisation fiscale qui sont légaux. De la fraude fiscale par des très très riches ou des grosses sociétés, en réalité, il n'y a pas de fraude fiscale brute comme ça. Les gens qui ont les moyens de réfléchir à des mécanismes d'optimisation fiscale, ils vont déclarer et ils vont être sur le montage de schéma. Derrière, une des solutions serait de faciliter ce qu'on appelle les rescrits fiscaux et que on demande aux gens de déclarer, c'est un peu d'ailleurs là-dedans qu'on est allé depuis plusieurs années, de déclarer les schémas, c'est un peu comme ça que ça se passe pour ce qu'on appelle la documentation des prix de transfert, et donc de demander à l'administration fiscale en avance la validité du schéma qui est proposé, et une fois que l'administration fiscale, elle est engagée, voilà, les gens, on doit aller vers ce dialogue. La réalité de la fraude fiscale, c'est la TVA. C'est un problème de la manipulation des prix de transfert, ce que vous dites, parce que l'administration n'est pas du tout en capacité de valider des prix de transfert qui sont totalement manipulés par les multinationales. Merci à tous les deux. Je suis obligé de vous couper. Je n'ai pas parlé, malheureusement, de la fraude aux prestations sociales. Je n'ai pas eu le temps, on n'a pas eu le temps. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet parce que voilà un sujet sensible et qui grève les finances de l'État et qui doit être mis sur le devant de la scène. Il est 9h57. Merci de nous accompagner. Je suis dans un instant à l'écoute de Valéa Expert et Gilles Gansman qui vont recevoir les animatrices Sandrine Arcisé et Élodie Ageron juste après les infos sur Sud Radio. Merci et bon week-end. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.